pour investir, il faut se placer dans une perspective de long terme. Moi, je suis moins de l'approche du trading, des gens qui essaient d'investir pour faire du cash rapidement. Moi, je suis dans l'approche du long terme, qui est l'approche de Warren Buffett, donc elle n'est pas mauvaise. donc, il faut être investi dans le long terme. Donc, ça veut dire que l'argent qu'on met, ça ne doit pas être de l'argent que j'ai besoin demain matin. Bonjour à toutes et bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors je vous souhaite un bon début de semaine et nous allons parler d'argent, nous allons parler de finances et pour bien le faire, eh bien écoutez, nous avons invité un coach financier. On avait déjà invité une experte en images. Ben voilà, aujourd'hui c'est en finance et nous accueillons sur notre plateau Cédric. Mais bonjour Annabelle, Stéphanie Aurélie. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors on a plein de questions pour toi. Super. On veut savoir comment dépenser plus, gagner plus. Comment dépenser plus? Rester... Mais sans perdre d'argent, bien entendu. Parce qu'apparemment, on n'y arrive pas. Donc, on compte sur toi pour nous trouver des solutions aujourd'hui. Culpabiliser. Ah bah ça, il n'y a pas de problème. Ça va très bien. Ça, on a déjà passé ce cap. La dépense n'est pas le problème. Cédric, tu es coach, mais formateur et conférencier aussi financier. Et ta spécialité, entre guillemets, dis-moi si je me trompe, parce que ça arrive souvent que je me trompe dans les présentations, c'est que tu aides les particuliers à réaliser leurs projets financiers, en fait. Exactement. Donc, je suis de formation expert comptable. J'enseigne à l'université, à HEC Montréal, je travaille en entreprise. Et puis, parallèlement à ça, j'ai développé notamment un ministère sur la gestion des finances pour aider les croyants à pouvoir se libérer des dettes, épargner, faire une meilleure utilisation de leur argent et honorer Dieu. Et puis, je suis impliqué à l'Église Nouvelle Vie avec mon épouse. Et puis, notamment, je suis impliqué sur cette question des finances à ce niveau-là. Donc, oui, c'est un peu mon sillon, disons. Ton sillon. Bah écoute, on comprend mieux pourquoi on t'a invité aujourd'hui. Eh ben écoute, on est très très contente de pouvoir t'avoir. Alors on va commencer peut-être déjà parce que tu sais, on est dans une période où les gens se plaignent beaucoup de de la situation financière. On parle beaucoup d'augmentation du prix de la vie, de crise financière. Ça génère beaucoup d'inquiétudes et d'anxiété, et même chez les chrétiens. Alors, je pense que oui, il y a toute la partie spirituelle, les principes divins, puis on aura l'occasion d'en parler dans la semaine. Mais il y a aussi toute cette partie, quelquefois qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on nous a pas apprise non plus dans nos maisons, etc. Et on se retrouve à devoir gérer un budget, on se retrouve face à des loyers, à des dépenses, etc. Puis la vie avance, et puis on peut se rendre compte que on n'arrive pas à s'en sortir financièrement, on n'arrive pas à bâtir quelque chose. Alors peut-être revenir à la base, peut-être quelques conseils de base. On va commencer par les jeunes, d'accord? Okay. Est-ce que tu veux... Non, parfait, par les jeunes, c'est bien ça. Ouais, on va commencer. Parce qu'il y a beaucoup de morosité par rapport aux jeunes, par rapport à comment je vais pouvoir m'acheter une maison, comment je fais pour économiser. Donc oui, c'est une très bonne idée. Donc les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent. Oui. Par exemple, un étudiant, c'est ça, on va commencer par les étudiants. Les étudiants, quel conseil tu pourrais leur donner pour que ça ne devienne pas un mauvais départ dans leur vie, cette période? Je dirais, la chose essentielle, c'est d'éviter les dettes à la consommation. Ça, c'est quelque chose qui peut directement, dès le départ, en fait, vous mettre un peu un boulet au pied et qui peut très rapidement s'accumuler, en fait. Et je trouve que, en fait, quand on est jeune, on a vraiment un avantage. Je dirais, en autant que possible, c'est de diminuer ses dépenses. Tant que vous pouvez rester, si les parents ils vous laissent encore la possibilité de rester à côté, restez, diminuez le plus de dépenses. Mais c'est bien ça, Cédric. Ils peuvent rester jusqu'à quel âge? La question, jusqu'à ce qu'on leur dise, mais voilà. Donc, pour diminuer les dépenses, afin d'avoir quelque chose pour épargner, parce que, par exemple, en matière d'investissement, la personne qui gagne, qui va s'en sortir le plus, c'est la personne qui a commencé tôt. C'est pas nécessairement la personne qui a mis le plus d'argent. Quelqu'un qui commence avec, je sais pas moi, $100 ou 100 € à l'âge de 20 ans peut
peut arriver à la fin avec un meilleur montant que quelqu'un qui commence 20 ans plus tard et qui met $500. Donc, c'est vraiment... le truc, c'est de commencer le plus tôt possible. Donc, quand on est jeune, c'est le moment d'essayer de réduire au maximum ses dépenses et de mettre de l'argent, de commencer à mettre de l'argent de côté et surtout investir parce que le temps est votre meilleur allié. Ok. Investir dans quoi, par exemple? Particulièrement, moi, je suis plus, mettons, intéressé par la bourse et tout ça. Et je pense que commencer à investir en bourse, notamment... Pourquoi la bourse? Parce que ça ne demande pas de grosses sommes. Je veux dire, avec moins de $100, 100 €, vous pouvez débuter en bourse. Et c'est faux que souvent, quand on parle de la bourse, on voit souvent les gens qui sont les traders dans les films qui sont assis à regarder. Non, exactement ça que je vois. Et là, ça fait que les gens, ils ont peur, ils se disent non. Mais il y a des manières d'investir en bourse pour monsieur et madame tout le monde, sans que vous ayez à passer tous les jours passer tout le temps devant un écran à suivre des graphes, etc. Et c'est notamment, sans rentrer dans trop de technicalités, c'est notamment investir à travers ce qu'on appelle des fonds indiciels. Donc, c'est comme un panier d'actions, d'actions. Une action, c'est en fait une part d'une entreprise. Donc, par exemple, Annabelle décide de créer une entreprise, elle dit qu'elle a son entreprise a grandi, mais à un moment donné, elle a besoin de plus d'argent pour développer ses produits et tout. Et là, elle décide d'aller en bourse et elle décide de vendre des parts d'actions. Et là, elle dit, Stéphanie Aurélie, est-ce que ça vous intéresse d'acheter des parts? C'est sûr. Et puis là, elle dit, OK. Donc, la bourse, c'est l'occasion, c'est un moyen de permettre aux ménages de pouvoir faire fructifier leur épargne. Et comme je dis, les fonds indiciels, au lieu d'acheter juste une action, ça regroupe, c'est un panier qui regroupe plusieurs actions. Et ce panier-là, en fait, il est comme, en fait, représentatif du marché, à peu près. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête pour savoir est-ce que c'est la compagnie de Annabelle ou de Aurélie qui va marcher le plus en achetant... Non, parce que tu sais que c'est celle de Stéphanie. Donc, c'est ça, directement, en achetant une part d'un fonds, j'achète tout. Le panier en même temps. Donc, quelle que soit la compagnie qui va marcher, ça va s'équilibrer. Donc, en ce moment, je n'ai pas besoin de passer le temps à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. J'ai juste acheté une part d'un fonds indiciel. Mais tu achètes ça où? Tu vas sur Amazon? C'est ça, je voulais dire. Non. C'est grave. Il y a d'autres gens qui se posaient exactement la même question. Alors, Amazon. J'en sais pas. C'est ça, justement. À ta banque, peut-être? Tu vas avoir... Il y a différentes manières de le faire. Et puis, c'est quand même... Aujourd'hui, ça a été très, très démocratisé. Juste avec le téléphone, en 15 minutes, on peut le faire. Ouvrir un compte et puis virer déjà son premier $50 ou le virer $50 par mois. Donc, il y a différentes plateformes qui le permettent de le faire. Les banques permettent de le faire. Mais il y a des plateformes qui ont été... qui existent aujourd'hui, qui ont démocratisé, en fait, l'accès à l'investissement. Juste votre application sur le téléphone. Vous ouvrez votre compte en quelques minutes. Vous programmez un virement de votre compte chèque à votre compte d'investissement. Vous choisissez quel fonds vous voulez et puis systématiquement, à chaque mois, le virement est fait, sans même que vous ayez à penser. Et puis, vous regardez juste qu'est-ce qui se passe. Et les rendements, c'est mieux que si on garde ça à la banque? J'imagine que oui, c'est ce que tu proposes. Oui. La bourse, en général, par exemple, si je prends le marché nord-américain et européen un peu, et même en Afrique, il y a de très bons rendements. On parle en moyenne d'un rendement de 8 à 10% dans le temps. Naturellement, il y a des hausses, il y a des baisses, etc. Mais pour ceux qui restent investis dans le temps, on parle d'une moyenne de 8 à 10% sur le plus grand indice qu'on appelle le S&P 500. Peut-être que vous avez déjà entendu dans les articles et tout ça. Oui, c'est ça. Donc, le rendement est meilleur par rapport à un compte d'épargne. Parce qu'un compte d'épargne, ça nous rapporte moins que du 1, du 2%, si on a la chance et tout. Mais l'épargne est essentielle quand même. On a besoin de passer par l'étape de l'épargne avant d'arriver à l'épargne. Oui. Avant d'arriver à l'étape d'investissement. Avant d'investir. En tout cas, quand j'ai quelqu'un qui veut investir, je dis, la première chose, c'est de rembourser ses emprunts à la consommation. Parce que ça ne sert à rien d'investir quand on n'a pas encore développé cette base
aligner ses dépenses avec son revenu. Donc, Et du coup, faire un budget, alors. c'est ça. Ouais. Mais du coup, regarde, si j'arrive. Ok, bah voilà, moi Cédric, moi j'ai 2-3 emprunts, mais là j'ai des revenus qui sont stables, mais j'aimerais bien investir comme ça. Si j'investis, je vais avoir plus d'argent, puis ce plus d'argent, ça va me permettre de rembourser mes dettes. Est-ce que je pense à l'envers? Ouais. C'est pas moi, c'est un mais ton raisonnement est très bon parce que il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vont me contacter qui sont intéressées par l'investissement. Et puis je regarde en fait la situation, je dis, franchement, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Okay. Mais si simplement tu veux que je te vende une formation ou quoi, je peux le faire, mais ça va pas t'aider parce que tu n'es pas prêt. T'as pas les bases qui sont nécessaires encore. Donc parce que quelqu'un, pour investir, il faut se placer dans une perspective de long terme. Moi, je suis moins de l'approche du trading, des gens qui essaient d'investir pour faire du cash rapidement. Moi, je suis dans l'approche du long terme, qui est l'approche de Warren Buffett, donc elle n'est pas mauvaise. donc, il faut être investi dans le long terme. Donc, ça veut dire que l'argent qu'on met, ça ne doit pas être de l'argent que j'ai besoin demain matin. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai bâti une certaine base, d'éliminer mes emprunts à la consommation, d'avoir une petite épargne, ce qu'on appelle un fonds d'urgence d'au moins 3 à 6 mois en moyenne, pour que quand j'ai des petits coups durs de la vie, une perte d'emploi ou quelque chose qui arrive pour lequel je n'avais pas prévu l'argent, j'ai cette petite épargne-là que je dois aller chercher. C'est ça? Okay. Au lieu d'aller vendre mes investissements, parce que mes investissements, je les place pour du long terme. Donc, c'est pas l'argent de mon loyer que je vais investir, c'est pas l'argent dont j'ai besoin pour manger que je vais investir, c'est de l'argent que je laisse de côté et que j'oublie et qui va, lui, travailler et générer du rendement à long terme. Annabelle, tu as dit excuse-moi, mais tu parlais d'emprunt, c'est pas comme une dette non plus. Tu sais, par exemple, ça peut être une hypothèque. Ça peut non. Donc, c'est ça, toi, tu parles d'une dette à la consommation. À la consommation, je parle pas de l'hypothèque. Là. On parle de quoi quand on dit crédit à la consommation? Oui, c'est ça. On parle des crédits sur des biens qui perdent de la valeur. Une voiture, par exemple? Une voiture est classée dans le crédit à la consommation, même si, la voiture, on la tolère encore, mais vraiment les gros crédits à la consommation, ça va être tout ce qui est découvert bancaire. Quelqu'un qui a un découvert bancaire, c'est quelqu'un qui a besoin d'emprunter pour fonctionner. Ça va être les cartes de crédit en Amérique du Nord, les marges de crédit. Ou à chaque fois que vous empruntez pour acheter du mobilier, empruntez pour faire un voyage, tout ce qui est emprunt pour un bien qui perd de la valeur. Parce qu'on classe un peu les emprunts pour l'hypothèque ou pour autre chose. Eux, ils sont comme à part parce que eux, c'est souvent des emprunts pour des biens qui prennent de la valeur et qui sont garantis. D'accord. Parce que même si vous avez un problème, on ne le souhaite pas, vous pouvez toujours revendre la maison et rembourser. Tandis que, par exemple, une voiture, si vous avez un problème, bien souvent, la voiture perd de la valeur. Même si vous revendez la voiture pour rembourser, vous allez quand même avoir un déficit à couvrir quand même par rapport à la valeur du prêt ou immobilier. Et que penser des achats qui sont échelonnés sur plusieurs mois? Alors maintenant, je sais qu'il peut y avoir des paiements sur 10 mois, puis ils vont dire il n'y a pas d'intérêt dessus. Tu t'achètes un canapé, tu t'achètes une télé ou un truc comme ça. Qu'en pense le coach financier? Non, mais pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, il faut payer parce que le but à la fin, c'est je prends un peu ici pour pouvoir en dépenser un peu plus ailleurs. Et finalement, ça crée en fait, on se retrouve pris dans une spirale. Mais ça bâtit pas le crédit? Ah, très bon point. Parce que souvent, on va dire, oui, il faut avoir, mettons en Amérique du Nord, il faut avoir une carte de crédit, etc. pour bâtir son crédit. Mais on bâtit son crédit quand on rembourse son prêt. Surtout. Je veux dire, avoir une carte de crédit... C'est pas parce qu'on dépense. C'est ça. Parce que si j'ai... J'avais un bon crédit. Si j'ai un crédit, ça permet au banquier de savoir de mesurer en fait ma crédibilité. Mais ma crédibilité, elle vient du fait que je rembourse mon prêt. Si j'ai un prêt que je ne rembourse pas, je ne suis pas crédible devant le banquier. Ça me nuit, en fait. Et donc, c'est ça l'idée du dossier de crédit, c'est que je dois bâtir une crédibilité. C'est pas que je dois avoir simplement un crédit. OK, d'accord. Waouh. Moi, je pensais que quand c'est à 0%, tu peux justement le bâtir parce qu'au lieu de payer, j'ai toujours eu cette logique, au lieu de payer, par exemple, un téléphone à $1 000 une fois,
mais pourquoi pas le payer en 10 fois, par exemple, en me disant que, mais en fait, tu gagnes quelque part, vu que tu n'as pas dépensé tout d'un coup $1 000. Et tu n'as pas payé d'intérêt. Ouais. Parce qu'il y en a qui pensent ça. Apparemment. Non, parce que ce qu'on voit, c'est que le but, il faut comprendre, c'est que le but, c'est que vous dépensiez le plus et que vous soyez le plus endetté. Je veux dire, parce que une banque ou une institution financière, à la base, et c'est de bonne guerre, comment est-ce qu'une banque ou une institution financière gagne de l'argent? Sur des intérêts. Et donc, plus on vous incite à dépenser, plus c'est bien pour eux. Donc, on peut échelonner les paiements, vous faire croire que... Il y a toujours quelqu'un qui paie. Hein. C'est jamais gratuit, ces histoires-là. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Il y a une stratégie en arrière. Et au bout, vous vous dites, non, mais ça, c'est juste $10 par mois. Mais j'ai repris un autre truc ici de $30, $20. Et finalement, ça s'accumule et puis vous en sortez plus. Voilà, la fin de l'histoire est tragique. Et au niveau de l'achat immobilier, le premier achat immobilier, ça c'est quelque chose, en tout cas que beaucoup de gens se disent c'est une étape importante dans la vie. Puis il y a une autre école, l'immobilier, mieux vaut louer comme ça, t'es tranquille, etc. C'est quoi selon toi qui est sage? Ouais, c'est une excellente question. Et c'est une question qui est vraiment d'actualité parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je dois louer, est-ce que je dois acheter? Et déjà, je veux commencer en disant, en déconstruisant un mythe. Parce qu'il y a un mythe qui existe, qui fait croire aux gens que si à 30 ans, 40 ans, 50 ans ou autre, tu n'as pas une maison, tu n'as pas réussi. C'est faux. C'est bien que tu le dises, ça, Cédric, surtout de nos jours, parce que c'est tellement... Tu sais, l'accès à l'immobilier, c'est difficile. Fait que tu as l'impression que tu as échoué si tu n'as pas de maison à 30 ans, 20, 40 ans. C'est ça, c'est faux. Et c'est important, justement, que les gens soient libérés de ça. C'est pas parce que vous n'avez pas acheté une maison à 50 ans ou que vous n'allez jamais avoir peut-être de maison que vous êtes un échec financier. Non, c'est faux. Et même beaucoup de spécialistes aujourd'hui sur la question se reposent des questions par rapport au fait est-ce que je dois acheter ou est-ce que je dois louer, parce que les choses ont changé. Le coût des maisons a beaucoup augmenté. Les modes de vie aussi ont changé. Les gens ne sont pas nécessairement... ils restent plus... Ils voyagent beaucoup, ils se déplacent. Donc, il y a des questions à se poser. Il faut savoir qu'en matière de finances, l'objectif, c'est pas d'avoir une maison ou non. C'est d'être libre financièrement. Et être libre financièrement, ça veut dire c'est d'arriver à un point où les revenus que je tire de mes investissements, donc durant ma vie, j'ai investi, et les revenus que je tire de ces investissements permettent de couvrir mes dépenses de fonctionnement. Parce qu'il va arriver un jour où, on va devoir prendre la retraite. C'est là que je m'en allais. C'est ça. Et donc, à ce moment, on ne pourra plus travailler. Et puis, il faut que nos investissements puissent couvrir. Même si on a des pensions du gouvernement, etc., souvent, ça peut ne pas suffire, dépendamment des pays. Et donc, on a besoin de ce revenu-là. Donc, le but, ce n'est pas en tant que tel la maison. C'est est-ce qu'en achetant la maison, ça va m'aider à atteindre ce but ou sans maison, je vais atteindre ce but? Et donc, c'est important de se poser la question... quand on me pose... Donc, ce n'est pas systématiquement vrai que quand j'achète, c'est la meilleure chose. Et ce n'est pas systématiquement vrai que, quand je loue, c'est mal. Il faut vraiment voir la situation. Et moi, j'ai quelques filtres que je regarde. Quand quelqu'un vient et puis il me dit, OK, je vais acheter. Moi, ma première question, c'est... Il y en a plusieurs, juste, on va regarder. Premièrement, est-ce que tu as remboursé tes emprunts à la consommation? Parce que si présentement, tu es locataire et tu as des crédits à la consommation, tu ne vas pas t'en sortir en achetant une maison. Pourquoi? Parce que généralement, les gens souvent disent « Non, mais je préfère acheter parce que je jette de l'argent, mon loyer. » Non. Quand tu deviens propriétaire, ça te coûte plus cher que le loyer que tu payes. Ça, c'est vrai. Les propriétaires, ils ne te chargent pas nécessairement tout. En général, on dit au minimum, ça va te coûter 40% de plus que ce que ça te coûte en tant que locataire. Tu vas avoir une hypothèque, un emprunt à payer, tu vas avoir des taxes à payer, tu vas avoir de l'entretien à faire, parce que quand tu deviens propriétaire, quand il y a un problème sur le toit, c'est pas ton problème. Tu t'appelles toi-même. C'est toi. Donc, ça coûte plus cher. Et donc, si aujourd'hui, en tant que locataire, tu n'es pas en mesure, tu dépenses plus que tes revenus, pour moi,
t'es pas prêt. Et puis, je vais dire quelque chose, ce n'est pas parce que la banque t'a approuvé que Dieu a approuvé ton achat. Parce que la banque peut t'approuver au crédit parce qu'elle estime que, OK, tu as des crédits, mais bon, elle pense que tu vas t'en sortir. Mais pour elle, ce n'est pas un pari risqué parce qu'au pire, il y a la maison. Et ce n'est pas parce que, donc, on t'a approuvé que ça veut dire que dans des principes de bon sens, tu es prêt. Donc, pour moi, il faut avoir remboursé ses emprunts à la consommation, surtout tout ce qui est découvert bancaire, carte de crédit, surtout ces éléments-là. La deuxième chose que je regarde, c'est est-ce que tu as un fonds d'urgence, le fameux 3 à 6 mois d'épargne à peu près. Parce que quand tu vas rentrer dans la maison, s'il y a un bris, il faut le payer, il faut le réparer. Et si je prends une maison et que par la suite, je me retrouve à devoir emprunter pour pouvoir faire les réparations, je crée un trou, une autre dette qui vient s'accumuler. Et malheureusement, et il y a d'autres principes, mais malheureusement, ça fait qu'il y a des gens qui sont devenus ce que les anglophones, ils ont un terme que j'aime bien, ils disent « house rich and cash poor ». Tu es riche avec une maison, mais tu n'as pas de cash parce que tu n'as que des dettes. Et la déprise. Alors qu'on a un problème. Parce que si tout mon cash est dans ma maison et que je n'ai pas d'argent pour investir, ça veut dire que ma retraite, je vais avoir un problème. Je vais devoir revendre ma maison pour redevenir locataire. Si c'est ce que je veux faire, tant mieux. Mais ça, c'est ma question pour la retraite. Parce que moi, des fois, je me disais, au moins, si on a la maison... Parce qu'ils sont trop jeunes pour se poser la question, tu vois. Mais c'est que je me disais, si tu as une maison, au moins, ça va te permettre d'être... Peut-être c'est ton coussin, si tu veux, pour ta retraite. Est-ce que c'est une bonne façon de voir? Pour certaines personnes, en fait, avoir une maison, c'est une épargne forcée. Oui, c'est un peu comme ça que je voyais les choses. C'est une épargne forcée. Maintenant, c'est quoi mon plan? Est-ce que je veux vendre ma maison pour aller... je vais redevenir locataire quelque part? Ou est-ce que mon but, c'est de garder la maison et de la transmettre? Donc, c'est une possibilité, quand on a la maison, de la revendre pour pouvoir fonctionner. Bon, pour certains, il y a certains qui ne peuvent pas épargner. Et puis, une maison, ça va être une épargne forcée pour eux. Mais comment on fait pour être capable d'épargner? Je pense aussi aux personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Parfois, il y a des personnes qui vont te dire que je veux bien, mais quand je regarde mes factures, tout ce que j'ai à payer, c'est quand même difficile. Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner à ce type de personnes-là? Oui. La première chose, et souvent, quand justement les gens je vais croiser des personnes, ils vont avoir ce discours, le premier réflexe que les gens ont, c'est « j'ai pas assez d'argent ». Mais souvent, avant de dire « j'ai pas assez d'argent », il faut regarder où est-ce que je dépense. Comment je dépense. Parce que souvent, les problèmes financiers, ils n'arrivent pas... c'est pas toujours des cataclysmes qui arrivent, boum, le gros problème. Non, c'est sûr. C'est des petites dépenses. J'aime bien une citation qui dit « de petites fuites peuvent faire couler un grand navire ». Et souvent, c'est « OK, un morceau de linge par-ci, un resto par-là, et finalement, ça s'accumule, et puis ça devient un problème. Donc, la première chose que je dirais, on va faire un suivi de tes dépenses. Au cours des 3 prochains mois, on va prendre en note tes dépenses pour voir où tu dépenses, combien tu dépenses, donc combien tu dépenses en vêtements, combien tu dépenses en resto, combien tu dépenses en ceci. Et déjà là, on va voir, est-ce que tu as des fuites? Parce que peut-être que tu n'as pas un problème d'entrée, mais tu as un problème de fuite. On va essayer de colmater ces fuites-là d'abord. Ensuite, il peut arriver qu'on ait colmaté les fuites, mais qu'on a un problème de revenus. En ce moment, on va regarder des options pour voir, pour trouver un revenu additionnel. Ça peut être en changeant d'emploi, ça peut être en commençant une activité à temps partiel à côté pour essayer de générer des revenus additionnels. Mais la première étape, c'est de faire le constat de qu'est-ce que j'ai comme revenus et dépenses. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens sans s'en rendre compte. Est-ce qu'au niveau des fuites, justement, dans l'analyse, tu vas par exemple vérifier, je dis ça comme ça, si par exemple tu mets tes enfants dans une école privée et que ça coûte très cher, tu habites peut-être une maison qu'avec les finances actuelles, tu ne pouvais pas encore habiter, etc. Et c'est ça qu'on appelle des fuites? C'est des choix qu'il faut faire des décisions. Souvent, je dis, on peut tout faire dans la vie, mais on ne peut pas tout faire en même temps. En même temps, c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Entre l'école et la maison, les enfants. Il faut choisir. Je veux dire, donc, et c'est ça l'art, en fait, de faire un budget. C'est l'art de clarifier ses priorités.
Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Souvent, on va dire, mets tant d'argent. Non, si quelqu'un aime voyager et qu'il veut mettre tout son argent dans les voyages, tant mieux pour lui, mais c'est juste qu'il va en mettre moins ailleurs. Si quelqu'un veut acheter des vêtements, c'est ça son plaisir, qu'il mette son argent dans les vêtements, mais il va mettre moins ailleurs. Donc, c'est clarifier ses priorités. Donc, c'est, OK, tu as la maison, tu as l'école privée des enfants, tu as la voiture. Tout ça, ça ne marche pas. Soit tu vas changer, tu vas décider de laisser tomber un ou deux éléments, ou soit tu vas décider de travailler un peu plus. Et en parlant de ça, ça me fait penser à un monsieur que j'ai rencontré une fois, et puis il me disait, tu sais, j'ai tout fait pour ma famille et tout, je travaillais pour leur donner la meilleure maison, tout ce qu'ils voulaient. Et il dit, mais aujourd'hui, je passe tout mon temps à travailler pour rembourser les prêts, et je n'ai même pas le temps de passer avec eux dans la maison que j'ai achetée pour eux. C'est quoi la logique? Et là, il était comme révolté, il dit, mais finalement, c'est quoi la logique de tout ce que j'ai fait? Mais ça, c'est un peu comme quand vivre au-dessus de ses moyens. Mais il y a aussi, moi, j'aime ton idée de fuite parce que des fois, on pense que lorsqu'on fait des gros achats, tu vois, ça coûte cher qu'on a dépensé, mais des fois, la fuite, c'est un petit Starbucks. Attends, c'est un petit bougie qui sent la cannelle, c'est un petit machin comme ça. Et au final, moi, je parle comme ça, tu vois, mais tous ces petits $10, 10 € là, ben, tu te rends compte peut-être qu'au bout du mois, est-ce que c'était essentiel? Puis finalement, ça a pris quand même pas mal de sous. Non, absolument. Mais il faut se faire plaisir des fois. Oui, non, il faut se garder. C'est pas la diète totale. Par exemple, je vais dire, ça arrive que je vois des gens, ils vont, ben, mettons, eux, à chaque semaine, ils vont au resto, ils achètent la nourriture sur le lieu de travail. Et puis là, je dis, ben, ça marche pas parce que tu as des dettes et tout. Ça, c'est de l'argent que, quand on calcule cet argent-là, ça peut facilement accélérer ton remboursement d'emprunt. Donc, soit peut-être, au lieu d'aller au restaurant toutes les semaines, tu vas décider d'aller une fois par semaine, une fois dans le mois pour te faire plaisir. Mais on va quand même réduire. Ou tu vas choisir quelque chose. Donc, c'est pas 0-0, quoique ça peut arriver dans certaines situations. Il y en a qui sont... et puis, il y a une question de personnalité. Il y en a qui sont très... quand ils se mettent en objectif, ils y vont à fond. Il y a d'autres qui préfèrent aller dans le temps OK, on va diminuer, on va pas tout mettre à zéro. Donc, c'est possible de se faire... Et puis, quand on atteint un objectif, moi, je recommande souvent de se faire un petit plaisir, mais sans briser tout ce qu'on a. C'est ça. On repart à zéro, quoi. On repart à zéro, donc... J'ai payé mes dettes de consommation. Ouais. C'est quoi la suite? On a dit l'investissement. Non, avant l'investissement, c'est le fonds d'urgence. J'épargne 3 à 6 mois. OK, j'épargne 3 à 6 mois. C'est ça. Et puis là, je peux commencer à l'investissement. À investir. C'est là, après l'épargne à 3 à 6 mois, c'est là qu'on commence avec toutes les questions de maison, d'investissement. C'est là qu'on rentre maintenant dans ces questions. Wow. Ouais. Ça, c'est le plan... Parfait. Le bon plan, ouais. Mais souvent, il arrive qu'on ait fait l'inverse. On a acheté la maison, mais on n'avait pas le... Donc là, il faut retourner au point le plus proche qu'on n'a pas fait. Et en même temps, il faut planifier la retraite aussi. C'est ça, ouais. Parce que ça aussi. Et ça, c'est un point important parce que aujourd'hui, il y a certains, en fait, ils vivent et puis ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien leur faire. Ils ont des dettes et tout, mais ils voient... Mais le problème avec les finances, c'est que ça vous rattrape à 60, 65 ans. Et quand ça vous rattrape en ce moment, c'est-à-dire que ça vient avec des intérêts. Ça fait très mal. Et c'est pourquoi c'est important d'être diligent le plus tôt possible pour pouvoir mieux préparer son avenir. Parce que vous imaginez, vous êtes rendu à l'âge où vous ne pouvez plus travailler et puis là, vous n'êtes même plus capable de payer vos loyers. Il y a les frais de santé qui augmentent aussi parce qu'on prend de l'âge. Donc, c'est important. C'est pas parce que... c'est silencieux, ça a l'air de ne pas vous faire mal actuellement. Ouais, il y a quelque chose qui se prépare en dessous qui va vous rattraper un moment et ça va faire très mal. Et à l'inverse, j'ai entendu. Donc, non, mais dans le sens que tu dis, si ça fait, je peux te dire, ça va faire moins mal, je vais couper des petites fuites parce que je sais que c'est sûr que quand on est plus jeune, on n'y pense pas, mais quand on avance, tu te dis, ben, ça vaut la peine de couper ces petites fuites-là parce que quand je vais vieillir, ben, je vais garder un certain confort. Tu vois? Ça. Donc, c'est une motivation, pour moi, pour dire, je vais acheter moins de vêtements. Ouais. Mais en tant que parent, est-ce qu'il y a des actions qu'on peut poser? J'ai entendu qu'il y a une sagesse juive et chinoise
Ou ce qu'ils font, c'est que quand leur enfant est encore, déjà il vient de naître, ils ouvrent des espèces de comptes comme ça, où ils mettent très peu d'argent, mais cet enfant à 18 ans a déjà, peut être même millionnaire. Oui, absolument. Ils en mettent peu. Non, parce qu'apparemment, plus tu es jeune, comme il disait, plus ça... C'est la question du temps. Est-ce que c'est une sagesse? C'est une excellente sagesse. C'est-à-dire que dès que l'enfant est né, il faudrait ouvrir un compte où on investit de l'argent un peu. Et puis, ça n'a pas besoin d'être beaucoup parce qu'il est encore petit. Donc, il a beaucoup de temps avant d'atteindre l'âge adulte, etc. Donc, ce petit argent va se multiplier parce qu'on lui a donné beaucoup de temps. Et donc, ça, c'est... Et même dans certains pays, comme par exemple le Canada et tout, quand vous ouvrez ce qu'on appelle des régimes enregistrés d'épargne, études, le gouvernement rajoute de l'argent. Donc, quand le parent met de l'argent, le gouvernement apporte un plus. Et donc, dans certains pays, ça existe. Il faut profiter de ces avantages. Donc, dès qu'il naît, il faut le faire. Maintenant, bon, si vous n'êtes pas encore en capacité, vous avez des dettes, etc., c'est bien de travailler déjà sur votre situation financière parce que ce que je dis, c'est que si le parent lui-même a fait ce qu'il faut pour prendre soin de sa retraite, c'est comme s'il libère aussi ses enfants pour pouvoir décoller. Ouais. Et souvent, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est vous-même d'être financièrement responsable pour eux leur donner. Sinon, après, c'est un peu, c'est un autre poids qui passe à l'autre génération, etc. Et ça devient difficile. Et c'est un principe biblique, d'ailleurs, que la richesse trop vite acquise disparaît, mais que celle qui est amassée peu à peu fructifie et augmente. Mais je pense que c'est aussi parce que parce que tu parles du temps qui c'est un allié, mais c'est le temps qui est combiné à notre mentalité et à notre sagesse et à notre maturité. Exactement. Et même le temps peut être votre allié, comme il peut être votre ennemi. Le temps est allié pour celui qui investit, mais le temps est l'ennemi de celui qui a des dettes. Parce que plus on dure dans les dettes, plus on calcule l'intérêt. Donc, c'est vous qui déterminez est-ce que vous voulez que le temps soit votre allié ou que le temps soit votre ennemi. Le choix vous revient. Et pour les personnes qui vivent en Afrique aussi, le système est complètement différent parfois et on parle de régime et tout ça. Ce n'est pas des mots qu'on entend de façon courante là-bas. Est-ce que tu as des conseils que tu peux donner? Et aussi, ce qu'on appelle la tontine, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, c'est très courant. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que tu peux peut-être nous dire dans quelle mesure la faire de façon intelligente? Disons que je n'ai pas totalement tranché sur le phénomène. Sujet. Au niveau de la tontine... Qu'est-ce que c'est la tontine pour ceux qui s'y connaissent pas? C'est en fait un principe où on se met ensemble, on est des amis, une famille, une communauté, je ne sais pas, mais on se met ensemble et on décide que chaque mois, on va cotiser un certain montant et chaque mois, il y a une personne qui va bouffer, comme on dit, ce montant-là. Okay. Ça va venir à telle personne ce mois, à l'autre mois, ainsi de suite. Et ils ont aussi des systèmes d'aide où si peut-être il y a quelqu'un qui tombe malade, il y a un pourcentage qui est mis en place pour aider cette personne, etc. Ouais. C'est bien, mais je pense qu'on ne peut pas tout miser déléguer son épargne et son futur sur le bon vouloir du groupe uniquement. Il y a une part d'épargne personnelle qu'il faudrait avoir également. Oui, ça, je le crois. Et parce que souvent, oui, ça arrivait que des personnes d'origine d'Afrique me posent la question, est-ce que je fais la tontine? Je dis, si tu veux faire la tontine, c'est bien, mais tu ne peux pas juste compter sur la tontine. Toi, ton fonds d'urgence, tes choses de cette nature-là, tu dois les faire. Tu ne peux pas juste compter sur la tontine pour ton avenir. Donc... Et est-ce que tu recommandes aux gens, tu as parlé de l'investissement en bourse, mais de faire leurs dépenses en cash, en liquide? Tu sais, parce que on voit là, les trucs, tu retires, tu as fait ton budget, tu sais que tu as besoin de temps, genre tu peux te faire des enveloppes, etc. Comme ça, c'est quand il n'y a plus, il n'y a plus. Non, c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a démontré en fait que on dépense plus quand on dépense avec une carte. Pourquoi? Parce que le cerveau n'assimile pas la douleur de la dépense. C'est tellement une carte. Ça fait longtemps que j'ai pas touché. Parce que quand tu as une enveloppe de cash,
tu vois l'enveloppe diminuer, il y a un signal qui envoie dans ton cerveau, oh, l'argent est en train de diminuer, fais attention. Mais le cash, tu vois même pas passer. Et la carte de crédit, c'est pire. Parce que le système, pour ceux qui connaissent, le système de carte de crédit, c'est que l'argent, tu la dépenses sur la carte, elle n'est pas déduite de ton compte bancaire. Donc, tu vois même pas les... Donc, lui, c'est une autre forme d'anesthésie. Là, on t'anesthésie totalement. Et donc, oui, le cash, c'est une bonne approche. Et souvent, d'ailleurs, quand des gens sont ils veulent s'en sortir, moi, ce que je leur dis, c'est que mettons ce on va appeler les dépenses un peu variables, les choses comme les restaurants, la nourriture, les vêtements, c'est de passer au cash, de ne plus utiliser les cartes pour ça. Donc, tu as fait ton budget, tu as dit que, mettons, toi, pour le mois, c'est $100 de vêtements que tu veux, c'est, je sais pas moi, $150 de restaurant. Donc, tu vas aller, à chaque semaine, tu vas retirer de l'argent, tu vas mettre une enveloppe restaurant, une enveloppe vêtements, une enveloppe épicerie, alimentation. Et puis, tu vas faire tes achats. Quand tu vas pour les vêtements, ben, c'est l'enveloppe de vêtements uniquement qu'on utilise. Quand on va au resto, c'est l'enveloppe de resto. Si l'argent est fini dans une enveloppe, ben, on mange à la maison. Ou bien on décide de transférer de l'argent d'une enveloppe à une autre. Et là, ça nous amène à l'élément de priorité. Ouais. Donc, est-ce que je préfère ça? Donc, c'est une bonne approche de revenir aux enveloppes de cash pour des personnes qui ont de la difficulté à se discipliner parce que ça amène leur cerveau à se rendre compte de ce qui se passe. Donc ça peut être un bon premier point aussi à mettre en place. C'est quand même facile aujourd'hui de pouvoir faire ça. Parce que, comme tu as dit, je pense qu'on a besoin de se rééduquer. Parce qu'avec la carte, mais avec le PayPass, le paiement sans contact, c'est encore pire. Là, je veux dire, tu avec le téléphone, même pas ton code, la carte, juste le téléphone. Là, tu n'as aucune sensation de dépense. Mais j'ai une grosse question à 3 000. Est-ce qu'on peut à quelqu'un? Je sais. Parce que tout ça, c'est bien, mais dans un couple... Bon, quand on est célibataire, tu sais, on peut gérer notre budget, mais il y a des défis qui sont associés à ça. Mais à 2, des fois, on ne pense pas la même chose. Comment on fait pour... tu sais, je veux dire, on a des beaux principes aujourd'hui, mais... Ah oui, ça devient plus compliqué. À 2, ouais, comment qu'on... Ta femme écoute l'émission, t'es au courant? Et moi, Cédric connaît bien mon mari. Alors, je suis sûre que mon mari écoute bien l'émission. Donc, non, et souvent dans un couple, la beauté, c'est que vous n'êtes pas les mêmes. Oui. Ouais, donc ça fait que ça rend l'exercice encore... Bon, on a ce qu'on appelle l'électron libre et le méthodique. Tu es le méthodique. Le méthodique, c'est la personne, en fait, qui aime les chiffres, qui aime que tout soit planifié et tout. L'électron libre, c'est la personne pour qui... Les instructions, c'est des suggestions. Quand on nous donne la recette, le livre de cuisine, c'est juste une suggestion, je vais faire à ma tête, en fait. Et donc, tout ça, ça amène un effet. Ça amène un effet dans le couple, il y a le dépensier. Ouais. Mais déjà, il y a une question de perspective. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille, je veux dire, régulièrement. Même moi, je suis amené... On travaille toujours sur ça. Ma femme m'écoute, donc il faut que je fasse attention. Alors, donc souvent, vous allez avoir un dépensier et un épargnant. Et c'est pas toujours hommes et femmes, hein? Il n'y a pas de... C'est ça peut être... C'est l'homme qui dépense et la femme... Oui, l'homme qui dépense, ça peut être aller dans tous les sens. Déjà, c'est de réaliser, en fait, que c'est pour créer un équilibre. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois, Dieu met souvent 2 personnes différentes ensemble pour créer un équilibre. Et c'est de comprendre, en fait, que grâce à l'épargnant, le dépensier va arriver à la retraite avec quelque chose. Et grâce au dépensier, l'épargnant va être un peu moins coincé de la vie. C'est l'histoire de notre couple. Donc déjà, ça part, en fait, d'un changement de perspective. Oui. Parce que sinon, on s'affronte. Et puis, mais pourquoi t'es différent et tout ça? Mais c'est déjà de voir que peut-être que il a des forces qui peuvent m'aider ou on peut se compléter. Maintenant, après, en termes de budget, c'est de s'asseoir et puis d'établir un budget. Voici les différentes dépenses qu'on aura à faire et d'allouer ce qu'on appelle un peu de l'argent de poche à chacun, de l'argent que chacun peut avoir pour dépenser à sa guise sans avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui est sous. Donc ça, c'est de l'argent. On sait que tu peux faire ce que tu veux parce que
tes intérêts ne sont pas nécessairement les miens. Et donc, c'est bon d'avoir, mais de discuter. C'est important de discuter de finances, des dépenses, de comment on va s'organiser et de ne pas occulter la question. Ça, c'est important. Parce que c'est un des plus grands défis dans un couple, des sujets de dispute, c'est l'argent. Oui. Sûr. Merci Cédric pour tous ces bons conseils, ces pistes aussi de réflexion. On peut retrouver pas retrouver, mais en tout cas on peut voir les formations que tu proposes sur ton site cédriczongo.com. Z-O-N-G-O. Oui, c'est ça. On a tellement parlé de chiffres que là j'en ai perdu mon alphabet. Donc merci à toi. Et merci pour tous ces beaux conseils. Oui. Donc, sortez vos enveloppes et puis commencez à faire vos budgets, c'est ça. Et puis, c'est ça, payez vos dettes. Franchement, je pense que ça, c'était la base. Et puis, vivons aussi. C'est pas parce que on se dit Dieu est bon et puis Dieu pourvoit à tous mes besoins. Dieu ne pourvoit pas à mes caprices. Il pourvoit à tous mes besoins. Alors, c'est important aussi que je puisse marcher dans la sagesse de Dieu par rapport à mes finances. Et mercredi, on va en parler de tous ces principes d'ailleurs ensemble. Donc, on se dit à mercredi. Encore une fois, merci beaucoup, Cédric. Merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Très intéressant. Merci, Cédric. Merci beaucoup.